Le nœud du problème, dit-on, c'est l'argent. Pendant les 3 premières années, à peu près, de notre mariage, j'ai cru que nous étions heureux. Du moins, je l'étais. Janet, semble-t-il, appréciait également notre vie. J'ai acheté une maison. Ou, pour être plus précis, j'ai acquis une maison, une splendide demeure de 4 pièces située sur un terrain généreux, juste à l'extérieur des limites de la ville. J'ai failli régler la totalité de la somme en espèces, mais j'ai finalement opté pour un financement du solde. J'ai réussi à la rembourser en 2 ans, alors que j'avais 5 ans pour le faire. Par la suite, elle a changé d'emploi et s'est retrouvée obsédée par l'idée de suivre le rythme de ses connaissances féminines. Elle a remarqué combien leur résidence était devenue plus esthétique et les nouvelles voitures de luxe qu'elle conduisait. Elle a alors commencé à insinuer que nous devions moderniser la nôtre. Tes soi-disant amis, ai-je rétorqué, sont noyés sous les dettes. Derek m'a informé l'autre jour que s'il ne parvient pas à apaiser Sabrina, l'une d'elles devra trouver un emploi à temps partiel. Nous sommes libérés de toute dette, ce qui ne sera pas facile pour elle. La seule exception que je pourrais concevoir serait un divorce, qui nous ferait perdre tous les deux. Voici ce que je vais raconter. La voiture est quelque peu désuète. Pourquoi ne parcourions-nous pas les concessions et ne choisirions-nous pas un véhicule plus récent pour toi? Mes espoirs d'apaisement se sont évanouis lorsqu'elle a acquis une Mercedes de milieu de gamme. Janet s'est emportée lorsque j'ai refusé de cautionner sa demande de crédit. Par conséquent, le crédit est uniquement à son nom. La maison étant payée et nos seules dépenses étant les coûts de la vie courante, elle pouvait se permettre cette indulgence, mais cela a épuisé ses fonds pour les activités de loisirs. Mon refus l'a profondément contrariée. Son insatisfaction à mon égard s'est intensifiée, et bien que je m'y attendais, j'ai néanmoins été déconcerté par le résultat. J'avais toujours perçu Janet comme une personne plutôt douce et dénuée de cruauté. Ensuite, elle a tenté de m'assassiner. Si elle s'était simplement approchée et m'avait abattu, elle aurait peut-être réussi. Cependant, son défaut le plus significatif était sa représentation persistante d'elle-même comme la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce. Alors qu'en réalité, les personnes les plus intelligentes présentes évitaient souvent d'interagir avec elle. Elle m'a exaspéré lorsque j'ai fait remarquer, ça doit être difficile d'interagir avec de simples mortels qui commettent des erreurs. Contrairement à nous, tu as toujours raison et tu te trompes rarement. Et si tu commets une erreur, ce sera invariablement de ma faute pour avoir omis de te fournir des informations adéquates. S'il te plaît, cesse de me parler. La situation s'est détériorée lorsqu'elle a vendu mon embarcation nautique, le bateau que j'utilisais pour la pêche à la perche. Le canoë et les 2 kayaks ont simplement été jetés, car elle les jugeait frivoles et inutiles. De plus, il y avait des articles qu'elle convoitait. Elle n'avait pas l'intention de me le révéler, mais il est plutôt difficile de ne pas remarquer la disparition d'un bateau de telle dimension en une seule journée, ou le vide soudain des étagères dans le cabanon. Quand je l'ai interrogée, elle a déclaré qu'elle s'en était débarrassée et s'attendait à ce que la discussion se termine. 20 respirations plus tard, quand mon oui et ma vue sont revenus, elle continuait de divaguer sur la stupidité de stocker des objets que je n'utilisais plus. En réponse, j'ai proposé de me débarrasser de plusieurs de ces biens chéris, déclarant que j'avais l'intention de les mettre en vente sur une plateforme d'échange pour couvrir les frais de restauration des miens. J'ai cru qu'elle allait me frapper. Puis, les cris ont commencé. Je suis sorti de la maison et j'ai commencé à récupérer mes affaires, y compris le bateau. Ce n'était pas difficile, car il avait été mis en gage et il suffisait de rembourser. 6 mois. L'individu qui avait acquis le canoë a refusé de le rendre. Par conséquent, j'ai contacté les autorités. Il a acheté un canoë Old Town, entièrement équipé pour les expéditions en eau vive, pour $200. Il ne pourrait en acquérir un autre à un tel prix en aucune circonstance. J'ai poliment demandé sa restitution à 2 reprises avant de faire appel à la police. À ce moment-là, le canoë avait disparu. En conséquence, je l'ai fait arrêter pour recel et vente de biens volés. Si le canoë réapparaissait à ma résidence, j'abandonnerais les charges. Cependant, s'il était découvert qu'il avait subi des dommages, les charges resteraient en vigueur. 3 jours plus tard, il était dans ma cour et j'ai mis fin à la procédure. Les individus qui avaient acheté le bateau et le canoë avaient l'intention de poursuivre Janet en justice pour récupérer leurs fonds. Et elle était consciente que l'intervention de la police serait publiée dans les journaux, ce qui la placerait dans une situation embarrassante. Elle a remboursé l'argent. Le problème était qu'elle en avait déjà dépensé une partie et avait dû déployer des efforts considérables pour amasser la somme restante.
Je n'ai plus jamais revu les kayaks, mais nous avons eu une discussion agréable à ce sujet. La semaine suivante, 2 nouveaux kayaks ont été livrés. Ils n'étaient pas de la même qualité que ceux que j'avais perdus, mais j'ai fermé les yeux sur ce point. J'étais devenu si malheureux que je les quittais. Le problème n'était pas uniquement le bateau, mais aussi son attitude générale envers moi. Elle a été réellement choquée quand je suis parti, puis a ricané et prédit que je reviendrais dans les 2 jours. 2 mois plus tard, elle a réalisé que je ne reviendrais peut-être jamais, et elle a commencé à flirter. Je n'ai pas répondu à ses avances. Finalement, nous avons consulté un psychologue, et elle a ensuite suivi une année de thérapie. Je suis rentré à la maison après 5 mois, et pendant près d'1 an, l'atmosphère a été quelque peu tendue avant que je ne me sente à nouveau à l'aise avec elle. Puis, elle a recommencé à agir étrangement. Janet avait toujours été obsédée par l'argent et a commencé à me pousser à vendre la ferme, 20 hectares de forêt, 5 hectares de pâturage, et un emplacement devant la maison où se tenait autrefois une habitation. La limite arrière était un ruisseau, plutôt comparable à une petite rivière. La superficie initiale de la ferme était de 450 hectares, mais avec le temps, elle a été divisée et vendue en sections. Quand mon père l'a acquise, il restait environ 50 hectares, qui ont encore été divisés. Je m'occupais des forêts et des pâturages, je ratissais les champs et je gérais les serres. Mon frère et moi entretenions une relation harmonieuse. Il me fournissait des produits, et chaque année, je coupais du bois de chauffage pour lui, en utilisant des arbres tombés et endommagés. La forêt était principalement constituée de vieux chênes, et le bois était précieux. J'ai reçu plusieurs excellentes offres, mais je les ai refusées. La perspective de perdre ces arbres anciens me rendait profondément triste. C'est devenu une autre source de conflit entre Janet et moi. Elle voulait que la forêt soit exploitée et que le terrain soit vendu pour y construire. J'ai refusé, et de plus, mon père était toujours vivant, donc techniquement, le terrain lui appartenait encore. En été, j'allais pêcher dans le ruisseau. Occasionnellement, j'aidais mon frère et je me délectais généralement de la nature. Janet refusait de m'accompagner. Plusieurs mois plus tard, elle a commencé à poser des questions sur le terrain, et j'ai rétorqué sèchement. Cette terre ne sera tienne que par-dessus mon cadavre. Ça suffit, Janet. Nous n'en discuterons plus. Nous nous éloignons à nouveau, et j'ai sérieusement envisagé de partir définitivement. J'ai eu l'idée de construire une cabane en rondin sur l'emplacement de l'ancienne maison. Puis, je l'ai découverte au lit avec un autre homme, dans mon lit, dans ma maison, et avec ma femme. Je l'ai défoncé. J'ai continué à lui donner des coups de pied au derrière pendant qu'il essayait de remonter son pantalon. Elle a appelé la police. Si elle avait réfléchi aux conséquences, elle ne l'aurait pas fait, car cela deviendrait de notoriété publique. Il avait une lèvre fendue, un œil au beurre noir, une profonde lacération au-dessus de son sourcil qui a nécessité plusieurs points de suture, des côtes meurtries et des douleurs au derrière à cause des coups de pied. J'ai essayé de lui écraser les testicules, mais ils étaient apparemment si minuscules que je n'ai pas pu les localiser. L'agent a demandé une déclaration, mais l'homme a refusé de porter plainte, probablement pour éviter d'avoir à expliquer la situation à sa femme. J'ai eu quelques égratignures, mais j'avais clairement le dessus. J'ai quitté la ferme parce que ma tronçonneuse ne coupait plus, et j'avais besoin d'une nouvelle chaîne. L'agent, m'observant en salopette et chemise de flanelle, m'a interrogé sur ma profession. Je suis comptable. Il a eu du mal à le croire jusqu'à ce que je lui présente une carte de visite qui correspondait à ma pièce d'identité. Il a ricané. Je crois qu'il a eu de la chance à ce moment-là. Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer autrement. Si vous êtes médecin ou avocat, peut-être pourriez-vous vous occuper de mes impôts. La maison était payée, mais je ne l'ai jamais vraiment aimée. Par conséquent, j'ai déménagé. Elle pourrait la réclamer lors du divorce. Je prévoyais devoir payer une pension alimentaire substantielle et je pourrais l'utiliser pour atténuer les dommages que mon entreprise avait subis. Pas un mauvais salaire. Elle ne pouvait pas y accéder. J'avais un contrat de mariage qui la protégeait, car j'avais un associé à l'époque. Par la suite, il a décidé qu'il était amoureux d'une femme qui n'était pas sa femme et a dû partir assez brusquement. Sa femme s'est accrochée à lui comme une tique, essayant de le dépouiller de toutes ses ressources. Il a dû me vendre sa moitié pour se lancer dans une nouvelle vie loin d'ici. Il a emmené la femme avec lui, ils se sont mariés, et 2 ans plus tard, elle est revenue sans lui et a refusé d'en parler. Janet a vite réalisé son erreur. Elle n'avait pas à payer de loyer, mais elle devait quand même couvrir les charges, l'assurance, l'essence et la nourriture.
Son salaire suffisait à peine pour ses dépenses. Elle a essayé de se racheter. Elle voulait me ramener chez le consultant psychologique et est entrée dans une rage folle quand j'ai refusé. J'y assisterai si le tribunal l'ordonne, et pas une minute plus tôt. J'ai trouvé un petit appartement confortable et j'ai mis tout ce que je possédais en garde-meuble. L'automne est arrivé, et j'ai passé mon temps libre à couper du bois de chauffage et à aider mon frère. Nous avons tout discuté, et il a promis de m'aider à couper les rondins pour ma cabane quand sa saison serait terminée. Un jour, nous nous sommes même aventurés dans la forêt, marquant les arbres que je comptais abattre. Je voulais une maison à 2 étages avec la chambre principale en bas et 2 chambres à l'étage, chacune avec sa propre salle de bain. Même si le bois était gratuit, si ce n'est une petite part de travail, la construction s'élevait tout de même à une somme dépassant les 100 000. Pendant 6 jours, la pluie a déferlé en torrent, faisant déborder mon ruisseau. Une fois le déluge apaisé, j'ai inspecté les environs et découvert un chêne colossal abattu en travers du cours d'eau, sa partie supérieure se trouvant sur ma propriété. L'homme de l'autre côté de la rive était un ami de notre famille depuis de nombreuses années, et nous sommes parvenus à un accord mutuel. Si un arbre tombait sur mon terrain, il m'appartenait de l'utiliser. Inversement, si des débris de mes arbres atterrissaient de son côté, il était libre de les réclamer. Ce chêne en particulier était ancien, mesurant au moins 1,5 m de circonférence. J'estimais qu'il faudrait 3 ou 4 enlèvements de branches avant de pouvoir accéder au tronc principal, et je résolus de consacrer les week-ends à venir à cette tâche. Janet, une fois de plus, s'efforçait de me persuader de rentrer à la maison ou de consulter un psychologue. Absolument pas. Notre union est irrémédiablement terminée. Nous n'irons pas consulter un psychologue. Si tu persistes dans tes exigences, je demanderai une ordonnance du tribunal. La maison t'est attribuée, et elle a une valeur supérieure à toute pension alimentaire que tu aurais pu recevoir. Tu es libre de la vendre et de recommencer à zéro. Acquiert un appartement convenable ou une simple promenade de ton véhicule à l'entrée suffisent. Si tu continues à me harceler, j'exposerai tes transgressions de telle manière que ta réputation sera irrémédiablement ternie. À mon insu, je venais de signer mon propre arrêt de mort. Janet n'aurait pas dû être troublée par mon infidélité. Cependant, je doutais qu'elle soit impliquée avec cet individu pathétique avec qui elle entretenait des relations sexuelles. Si l'argent n'avait aucune valeur, il n'en posséderait pas assez pour couvrir le postérieur d'un moustique. Elle, en revanche, conservait son attrait, avec ses longs cheveux roux, ses yeux azur et une silhouette raisonnablement attrayante. Peut-être qu'un programme à la salle de sport serait nécessaire pour affiner son physique. L'entraînement ne serait pas agréable, mais elle pourrait encore attirer un partenaire convenable si elle le souhaitait. Je n'étais absolument pas un bel homme. Passer 8 à 10 heures par jour à un bureau d'écriture n'améliorait pas la définition musculaire. Par conséquent, je m'efforçais de passer autant de temps que possible en plein air. Pendant les mois d'été, je courais le long des rivières, et en hiver, je coupais du bois de chauffage. Étant chauve depuis un certain temps, je me rasais la tête pour conserver une apparence soignée. Des femmes dans mon bureau et le long de la rivière m'ont fait des avances à plusieurs reprises. Une fois, une femme avec qui je ramais a eu une déchirure dans son maillot de bain. À ce jour, je reste perplexe quant à la façon dont ses fesses se sont emmêlées sur une branche d'arbre. Néanmoins, j'ai souri et j'ai continué à pagayer. Lorsque ses compagnons l'ont rejointe, elle avait miraculeusement réparé son maillot de bain, et j'ai observé qu'il était dépourvu de toute déchirure. Elle a eu de la chance. La pluie est revenue, et le ruisseau était à environ un demi-mètre du débordement. D'ordinaire, la profondeur du ruisseau à cet endroit était d'environ 1 mètre, et les berges s'élevaient peut-être à 4 mètres ou plus. Par conséquent, le niveau de l'eau était 3 mètres et demi au-dessus de son état normal. Je m'efforçais de finir avec le chêne avant qu'il ne soit emporté. Et, que le diable m'emporte, je m'efforçais de rester à une distance de sécurité de la berge. La température était légèrement supérieure à 5 degrés, et l'eau était sans aucun doute glaciale. J'opérais à la limite de mes capacités. À moins que je ne puisse l'extraire du ruisseau, ce qui était improbable. J'ai désactivé la scie et me suis tourné pour commencer à charger le bois de chauffage. En les voyant, il m'a fallu un moment pour réaliser que Janet était effectivement présente dans la forêt. Puis, j'ai remarqué le fusil à double canon qu'elle tenait, qui avait appartenu à son père et qui m'avait été légué. Cependant, je l'avais abandonné en déménageant, pensant qu'une femme seule devrait posséder une forme de protection. Ensuite, j'ai observé qu'elle était accompagnée de son amant.
J'ai enlevé le casque avec protège-oreille que je portais invariablement. Janet, qu'est-ce que tu fabriques ici? Quelque chose dans ses yeux semblait anormal, présageant mon destin. Nous sommes toujours légalement mariés. Et si un incident malheureux t'arrive, j'aurai droit aux indemnités d'assurance. Je l'ai vérifié. De plus, toutes les polices d'assurance que tu as souscrites prévoient une double indemnisation. Par conséquent, je recevrai environ 800 000. Ajoutez à cela tes avoirs sur les comptes, l'entreprise et les terres, dont j'hériterai. Et je recevrai environ 5 millions. Cela devrait me soutenir dans mon chagrin. Pour la première fois, j'ai remarqué que le fusil était pointé dans ma direction. Je croyais sincèrement qu'elle ne me tuerait jamais. J'avais supposé que ce n'était qu'une ruse pour m'intimider et me forcer à concéder des conditions plus avantageuses. Je n'y céderai pas. Misérable. Ridicule, Janet. Comment imagines-tu t'en sortir? Tu es au courant pour Bob, mon voisin de l'autre côté du ruisseau. Il loue son terrain à des chasseurs de cerfs. Et ici, en raison de la densité de population, les armes à feu sont limitées aux fusils. Si un chasseur malheureux prenait cette combinaison marron pour un cerf et te tirait dessus, cela serait considéré comme un tragique accident. Je commençais à me sentir inquiet. Il semblait qu'elle avait mûrement réfléchi à cela. Crois-tu que cet imbécile restera silencieux? Je suis certain qu'il se pliera à mes instructions s'il souhaite poursuivre notre liaison sexuelle. Particulièrement avec la richesse que nous allons posséder. Je le regardais. Est-ce vrai? Idiot. Si elle est prête à me faire ça à moi, qu'imagines-tu qu'il t'arrivera si tu deviens un fardeau? Un autre regrettable accident de chasse. Il avait semblé hésitant auparavant, mais maintenant il était indéniablement nerveux. Janet, je t'en prie. Tais-toi. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Je vais exécuter ça pour nous deux. Maintenant, tire-lui dessus. Elle lui enfonça le fusil à pompe dans les mains. Pourquoi dois-je faire ça? Je croyais que tu allais le faire. Je lui lançai la hache que je tenais. Il laissa tomber le fusil à pompe et je me jetai en avant. Cependant, Janet était plus proche et le récupéra. Je ne faiblis pas. Si elle levait le fusil à pompe, j'étais un homme mort. Je pivotai et plongeai dans l'eau boueuse. Dès que je fus à l'abri de l'arbre, elle déchargea les 2 canons. La majeure partie de la chevrotine frappa l'arbre, mais 2 plombs m'atteignirent à l'épaule. La douleur était atroce. Cependant, à ce moment-là, d'autres préoccupations me préoccupaient. Je continuai en aval, m'efforçant d'atteindre l'autre rive. Alors que je contournais un virage, le fusil à pompe tira à nouveau, frappant la berge. Dans l'eau, je virai vers un petit affluent qui se jetait dans le ruisseau et je le remontai en me faufilant, en restant bas. Je tremblais, je saignais et je savais qu'un choc hypothermique était imminent. Par conséquent, je m'extirpai comme je le pouvais et courus d'un pas vif à travers le champ ouvert. Je réussis à tenir pendant environ 1 minute de plus avant de succomber à l'inconscience. Je repris conscience avec une lumière vive qui brillait dans mes yeux. Et je me souviens avoir pensé que lorsque les gens commencèrent à parler, cela devint encore plus brillant. Tout indiquait que j'étais dans un hôpital, ce qui signifiait évidemment que j'avais survécu. Une jeune fille, d'environ 14 ans, m'observa depuis sa cabane dans les arbres et, descendant, appela les secours. Elle était bénévole à l'hôpital et connaissait les mesures appropriées, m'enveloppant dans l'une des couvertures de protection qu'elle avait toujours sur elle. Je tremblais toujours et restais inconscient lorsque les ambulanciers arrivèrent pour s'occuper de moi. Plus tard, ils m'informèrent que le choc avait failli être fatal. Et la jeune fille m'avait sauvé la vie. La première action que j'entrepris en retrouvant mes facultés fut de demander à contacter le shérif du comté. Ils dépêchèrent un shérif adjoint, et après avoir entendu mon récit, il contacta un détective qui m'écouta et me demanda si j'étais certain. Oui, c'était ma femme et son amant. Bien que je doutais qu'il ait participé de son plein gré. C'était elle qui m'avait tiré dessus. Une enquête fut ouverte. Janet nia tout, et son amant était soi-disant hors de la ville. Par la suite, j'appris qu'elle l'avait renvoyé. Après avoir ratissé la forêt, la police déploya ses forestiers les plus expérimentés pour mener une recherche. Cependant, les preuves se révélèrent non concluantes. L'arbre présentait l'impact de la chevrotine, et d'après leur reconstitution, j'avais dû tomber dans l'eau après avoir été touché. Et le choc avait induit des hallucinations. 3 semaines s'écoulèrent. Un jour, je croisai Janet, et elle me lança un sourire narquois.
Je répandis la rumeur que j'avais modifié le bénéficiaire de toutes mes polices d'assurance au profit de mon frère et que j'avais refait mon testament. Dorénavant, chaque fois que nos chemins se croisèrent, elle arborait une expression comme si elle était sur le point de grogner. J'étais sur le point d'admettre ma défaite et d'accepter qu'elle échappe à la justice. Lorsque mon neveu revint chez lui pour les vacances de Noël, lui, en tant que seul chasseur autorisé sur les terres du domaine, déploya des caméras de suivi des cerfs dans toute la forêt. Directement au-dessus de l'endroit où j'avais été ce jour-là. C'était une voie de migration pour les cerfs, et il installa les caméras pour déterminer leur schéma. Je n'étais pas au courant de cela. Il y avait de nombreuses images me montrant en train de couper l'arbre à différents jours. Et puis il y avait des images de Janet, de l'imbécile et de moi-même. On pouvait clairement voir que l'arme était pointée dans ma direction. Et on voyait comment il la laissait tomber et comment elle s'en emparait. Il y avait même une image de moi tombant dans l'eau et de la fumée du coup de fusil à pompe. Il me le présenta avec une telle joie qu'il pouvait à peine articuler ce qu'il possédait. Je me suis protégé en téléchargeant tout ce que je pouvais, puis j'ai contacté la police une fois de plus. Le détective est arrivé, a examiné les images et a confisqué l'appareil photo. Lorsque les autorités de l'État ont vérifié l'authenticité des images et confirmé qu'elles avaient été prises le jour de mon sauvetage, des mandats ont été délivrés. Janet a décidé de démissionner tant qu'elle conservait encore un semblant d'opportunité et a cessé de contester le divorce. Lorsque la police est arrivée, elle a supposé que j'avais déposé une autre requête et les a accueillis à la porte en se plaignant bruyamment. Les plaintes se sont transformées en cris lorsqu'on lui a passé les menottes et qu'on lui a lu ses droits. L'imbécile a également été appréhendé. En moins d'une heure, il a tout révélé. Il a été inculpé de tentative de meurtre, mais son avocat a obtenu l'abandon des charges au motif qu'il était évident qu'il n'avait pas l'intention de me tuer. Il a été reconnu coupable de complicité de tentative de meurtre et condamné à une peine de 5 ans. Cependant, avec une conduite exemplaire, il pourrait potentiellement retrouver sa liberté après seulement 2 ans. Janet a réalisé qu'elle s'était prise à son propre piège, et son avocat s'est efforcé de la dépeindre comme une femme éconduite, mentalement perturbée et pas tout à fait dans son état normal. Ils ont convoqué des experts, qui ont tous témoigné qu'elle était apte à être jugée. Par conséquent, elle s'est rendue aux autorités et a conclu un accord de plaidoyer. Elle a écopé d'une peine de 8 ans, avec la possibilité d'une libération conditionnelle après seulement 3 ans. Elle n'a manifesté aucun remords lorsque le juge a prononcé la sentence, se permettant même un sourire narquois. Le juge aurait sans aucun doute infligé une peine plus sévère si l'accord n'avait pas déjà été finalisé. Je suis retourné à mon domicile et j'ai finalisé la procédure de divorce. Je possédais certainement les moyens d'exercer une pression considérable sur elle. Néanmoins, suivant les conseils de mon avocat, je me suis largement conformé à l'accord initial. Elle a obtenu la propriété de la maison, et cela a mis fin à ses droits. Pas de pension alimentaire, rien de plus. Au moment où elle était éligible à la libération conditionnelle, j'avais achevé la construction de ma maison en rondin. Je me sentais un peu idiot, mais même à 42 ans, je nourrissais encore le rêve de fonder une famille. J'avais une relation sérieuse avec une femme depuis 1 an, et je chérissais notre lien. Elle était la mère de la fille qui m'avait sauvé la vie. Je l'ai retrouvée après mon rétablissement et je lui ai offert un cadeau en guise de gratitude pour son acte héroïque. C'était un fusil de chasse haut de gamme, qui m'a coûté près de $3000, et elle a pleuré en le recevant. Sa mère a souri et a exprimé sa gratitude, mais a insisté sur le fait qu'un tel cadeau était inutile. Je possède 4 fusils de chasse, 3 carabines et 5 pistolets. Elle en a déjà plus qu'il n'en faut, mais merci quand même. Cette année, elle loge chez moi la veille de l'ouverture de la saison de chasse, pour éviter un long trajet jusqu'à leur terrain de chasse. Je n'avais aucune envie d'abandonner la chaleur de mon lit pour chasser un animal dont je n'appréciais pas particulièrement le goût. Néanmoins, elles se sont levées à 4 heures du matin. Bien que j'ai essayé de convaincre maman de retourner au lit, elle s'est contentée de glousser et de me tapoter la joue. Chauffe le tracteur. Je t'appellerai quand on aura quelque chose. Je doutais fort qu'elles obtiennent le moindre succès. Cependant, elles m'ont prouvé le contraire. Maman a abattu un cerf à 6 pointes, et la fille n'a pu réprimer un sourire narquois lorsque nous sommes arrivés pour récupérer son trophée, un cerf à 9 pointes, rien de moins. Tout cela avant 9 heures du matin. J'ai chargé leur gibier dans le chargeur frontal et je l'ai emporté. Puis, j'ai regardé avec fascination alors qu'elles suspendaient les carcasses pour les traiter. Ainsi, en plus d'être d'excellentes tireuses, elles étaient également douées dans l'art de la boucherie. Quelque chose comme un souvenir. Les jours passèrent.
Sa mère et moi nous sommes de plus en plus rapprochés. Et au moment où mon ancienne épouse a été libérée de prison, après 4 ans au lieu de 3 en raison de ses relations avec des individus peu recommandables, j'étais redevenu un homme marié. Janet a rapidement vendu la maison, a pris le produit de la vente et a disparu dans une direction inconnue. L'idiot a été libéré 1 an plus tôt qu'elle, et l'adage selon lequel la prison transforme une personne s'est avéré indéniablement vrai. Il était profondément impliqué avec un homme nommé Doug. Et il n'y avait aucune ambiguïté quant à savoir qui tenait le rôle dominant dans cette relation. Cela m'a paru étrange que l'agent immobilier ait rendu ce qu'elle croyait être ma propriété alors qu'elle tentait de vendre la maison de mon ex-femme. C'était un couteau de chasse qui avait été planté dans la porte d'entrée, accompagné d'une note imprimée en caractères gras. Par. J'ai simplement souri et j'ai payé pour faire remplacer la porte. J'ai offert ce couteau à ma jeune épouse, et nous avons repris la décoration du sapin de Noël. Ma fille, qui aura bientôt 18 ans, frémissait d'impatience, se demandant si nous avions acheté ce qu'elle désirait tant. Les clés étaient cachées dans une boîte cadeau, et le camion à 4 roues motrices l'attendait dans le hangar. La fille était une campagnarde dans l'âme, et je ne doutais pas qu'un garçon qui oserait se montrer trop entreprenant avec elle le regretterait amèrement, même si elle ne lui faisait pas part de son désaccord verbalement. Je suis certain que maman interviendrait. Avant même que cela n'arrive à mes oreilles, je serais déjà en train de ramasser les morceaux et de réfléchir à la manière de dissimuler le corps. La vie ne pourrait pas être plus belle. Merci d'être parmi nous. Et si vous faites partie de ceux qui observent en silence, laissez un j'aime, s'il vous plaît, cela nous apporte un soutien précieux. De nouvelles histoires émergent constamment.